Bienvenue dans un nouvel épisode du journal d'un dirigeant et dans une version spéciale d'ailleurs de ce journal puisque ça fait quelques épisodes que je te partage des rituels, c'est comme ça qu'on appelle ça, des choses que je fais ou que j'essaye de faire tous les matins, en l'occurrence de l'exercice, de la lecture, c'est de l'exercice physique, pardon, de la lecture et de l'écriture. Et apparemment ça vous plaît, parce que j'ai eu pas mal de mails dans ce sens et j'ai eu quelques discussions avec certains d'entre vous sur le sujet via les mails privés. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez vous inscrire gratuitement au mail privé simplement en cliquant sur le lien qui est en descriptif du podcast. Et donc j'ai décidé de continuer sur ce sujet, en fait, sur les outils du quotidien qui m'aident dans mon métier de dirigeant et qui pourraient vous aider vous aussi dans votre métier de dirigeant ou de manager. Et en particulier aujourd'hui, j'aimerais bien te parler de créer ta charte personnelle. Pour moi, c'est un outil qui est extrêmement utile et on va voir pourquoi. Alors comment j'en suis arrivé à cette notion de charte personnelle? Eh bien, je me suis rendu compte que quand j'écrivais le matin, quand je faisais mes 3 pages rituelles du matin, il y avait 2 thèmes qui revenaient sans cesse. Le premier thème, c'était d'essayer de clarifier une décision. Par exemple, d'acheter une entreprise ou de ne pas l'acheter, de vendre un bien ou d'en acheter un autre, de recruter telle ou telle personne. Ça, c'est une décision. C'est des décisions qu'on a à prendre quand on est chef d'entreprise ou manager. La deuxième chose que j'essayais souvent de clarifier, ou en tout cas avec lequel l'écriture m'aidait, c'était de clarifier un point de morale, de valeur morale ou de philosophie personnelle. Pourquoi je n'aime pas, par exemple, telle manière de manager? Pourquoi prendre telle décision, finalement, je la regrette? Et pourquoi je la regrette? Et petit à petit, je me suis rendu compte que ces questions, eh bien, j'arrivais de mieux en mieux à les clarifier en écrivant, mais j'ai eu un déclic encore plus important, c'est que ça marchait encore mieux si j'avais ce que j'appelle ma boussole personnelle ou ma charte personnelle. Et donc, c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui. Donc, dans une première partie, ce qu'on va voir, c'est les bénéfices d'une charte personnelle. Et puis, dans une deuxième partie, je clarifierai les concepts, les définitions des concepts. Dans une troisième partie, je te donnerai un exemple de charte personnelle, ou plutôt, je te donnerai 4 piliers, par exemple, qui font partie de ma charte personnelle. Et puis, dans une 5e partie, je te donnerai une méthode, je te proposerai une méthode pour écrire ta charte personnelle. Et en conclusion, je te donnerai un warning qui me paraît très très important par rapport au fait d'écrire une charte personnelle. Donc, première partie, les bénéfices d'une charte personnelle. Moi, j'en ai trouvé 6. Je pense qu'il y en a encore plus que ça, mais je dirais que là tout de suite, j'en vois, quand j'ai préparé ce que j'avais à te dire, j'ai vu 6 bénéfices. Le premier bénéfice, c'est que c'est le seul outil qui te permette de prendre une bonne décision. Alors, je sais que tu peux trouver ça bizarre. Quel est le rapport entre une charte personnelle et une bonne décision? Eh bien, c'est de partir du principe qu'en fait, il n'existe pas de méthode universelle pour prendre une bonne décision, ou plutôt, la bonne décision universelle dans une situation donnée n'est jamais la même et elle va toujours dépendre de tes valeurs. On a fait un épisode il y a quelques temps, alors il faut que tu recherches dans les épisodes, justement sur la manière de prendre la bonne décision, et tu retrouveras, je clarifie un peu ce concept. J'ai reçu quelqu'un qui est spécialiste justement de la prise de décision, et en l'occurrence, ce qui ressort de cet épisode, c'est que finalement, la meilleure décision que tu puisses prendre, ça va être celle qui est conforme à tes valeurs à toi, et à ton système de pensée à toi. C'est ça une bonne décision. C'est-à-dire que selon ton système de pensée, eh bien, si tu prends la décision A par rapport à la B, tu prends une bonne décision parce que tu vas être capable d'en assumer les conséquences. Alors que si tu prends la décision B qui violera, sans que tu le saches au moment où tu prends ta décision, ta charte justement personnelle, eh bien, tu auras beaucoup de mal à en assumer les conséquences. Donc, pour te donner un exemple, imaginons que dans ma charte personnelle, je suis un manager salarié, et une de mes grandes valeurs, c'est la sécurité. Donc, si une de mes grandes valeurs, c'est la sécurité, je vais toujours choisir de garder un CDI en essayant d'améliorer ma situation, plutôt que de quitter mon CDI parce que la situation ne me plaît pas.
Alors que si je suis quelqu'un qui valorise la liberté avant tout, eh bien, je vais préférer quitter ce CDI sans essayer d'améliorer les choses, et ce sera une bonne décision pour moi. Donc, tu vois, dans les deux cas, ce sont deux décisions opposées, et l'une et l'autre sont bonnes, si elles correspondent aux valeurs de la personne qui prend ces décisions. Donc, vraiment, premier bénéfice d'avoir une charte personnelle, c'est que ça te permet de prendre des bonnes décisions, justement, par rapport à ta charte personnelle, et donc ça te permet de prendre des décisions plus rapidement et de te tromper moins souvent sur le sujet. Deuxième avantage qui est énorme, c'est d'avoir un discours à la fois intérieur et extérieur qui soit clair. Quand un collaborateur te demande, ou un proche te demande pourquoi tu fais ça, tu peux répondre immédiatement, parce que moi, tu sais, dans mes valeurs, il y a cette valeur qui est très forte, et c'est pour ça que j'ai fait cette chose-là de cette manière-là, et tu vas donner une réponse qui va être simple, claire et assumée. Je te donne un exemple récent qui m'est arrivé. J'ai été interpellé par une collaboratrice qui s'étonnait que je puisse envisager de me séparer d'un salarié. Et elle me dit, je peux pas le croire, ce sont pas vos valeurs. Et là, j'ai eu aucun mal à lui expliquer, si, que parfois, même avec les valeurs de respect, etc. que j'ai, je peux aussi prendre la décision de licencier un salarié. Et je n'ai eu aucun mal à lui expliquer. Pourquoi ? Parce que ma charte personnelle était très claire sur ce sujet. Et je le dis parce que les discussions les plus épineuses que tu auras avec tes salariés, de plus en plus, ça va être des discussions sur les valeurs, sur les principes et sur le modèle mental avec lequel tu abordes la vie de l'entreprise ou la vie en entreprise. Donc il vaut mieux être préparé à ça et il vaut mieux avoir fait le clair dans ton esprit sur ces sujets-là. Troisième avantage d'avoir une charte personnelle, c'est celui d'être prévisible. Alors je sais que beaucoup de managers trouvent ça pas très sexy, mais un des meilleurs conseils que je leur donne, c'est sois prévisible pour tes collaborateurs. Et ça vaut aussi pour les chefs d'entreprise. Moi, mes collaborateurs, ils savent à quoi s'attendre me concernant. Et donc, ils doivent être capables de prendre des décisions en autonomie parce qu'ils savent à 90% que je validerai leurs décisions. Et si toi, à chaque fois que tu as des collaborateurs qui prennent une décision, tu les étonnes en disant que tu n'aurais pas fait comme ça, c'est qu'il y a un gros problème dans ta communication, il y a une grosse clarification à faire. Je te donne un exemple. Mes collaborateurs savent que je n'accepterai jamais des comportements de diva dans mon entreprise, même si c'est quelqu'un qui est talentueux, parce que ça va aller contre mon pilier, ma valeur pilier qui est l'indépendance, dont je te parlerai plus loin. Et du coup, quand tu es prévisible vis-à-vis de tes collaborateurs, eh bien, ça permet de déléguer beaucoup plus de choses et à un niveau beaucoup plus élevé que si tu n'étais pas prévisible. Et donc, oui, c'est pas sexy, tu vas devenir prévisible et c'est peut-être moins rigolo ou moins romanesque que d'être quelqu'un qui est totalement imprévisible, mais ça va te permettre d'avoir des fondations dans lesquelles tu vas pouvoir ancrer ton management. Avoir une charte des valeurs, ça permet aussi d'éviter les conflits, voire les catastrophes qui peuvent provenir d'une embauche ratée ou d'une association avec quelqu'un avec qui finalement tu vas pas t'entendre. En fait, les associations, les embauches et le travail fonctionnent mieux quand on est complémentaire au niveau des compétences. Et donc là, je ne parle pas des valeurs, c'est-à-dire que oui, tu as déjà souvent entendu que je te conseillais d'embaucher des gens qui étaient différents de toi parce qu'ils vont te compléter. Je pense aussi que c'est quelque chose qui fonctionne lorsqu'on est associé. Ça, c'est au niveau des compétences. Mais au niveau des valeurs, tu ne peux pas travailler durablement avec des partenaires qui sont diamétralement opposés à ta charte personnelle. Et ça concerne les associés, ça concerne les salariés, mais ça concerne, je pense aussi, et de plus en plus, les fournisseurs et les clients. Et donc, quand tu définis ta charte, tu vas définir un certain nombre de critères qui, pour toi, sont importants dans le fait de collaborer. Et ce qui est intéressant aussi, d'ailleurs, quand on crée notre propre charte, c'est que petit à petit, on apprend inconsciemment à décrypter la charte des autres et donc à anticiper ou à détecter des catastrophes imminentes. Par exemple, moi je ne peux pas travailler avec un client qui m'insulte ou qui me manque de respect
parce que le respect de la personne fait partie de mes valeurs. Et donc ce client-là, je vais toujours préférer le laisser à la concurrence. Et voilà, si il a des valeurs et si sa charte correspond à la charte de la concurrence, j'ai aucun problème pour le laisser passer, parce que je sais qu'un jour ça mènera à la catastrophe. Je ne peux pas non plus m'associer avec une personne toxique qui va réussir en détruisant les autres, parce que dans mes valeurs, j'ai des choses qui s'opposent à ça. Et que donc, même si sur le papier, on aurait intérêt à s'associer, même si on a des compétences qui sont différentes et complémentaires, si on n'a pas des valeurs qui sont capables de converger, eh bien, ça ne marchera pas. Donc, quatrième avantage d'avoir une charte personnelle, ça t'évite les conflits et les catastrophes. Ça t'apprend à détecter aussi chez les autres quelles sont les valeurs qui pourront être en conflit avec les tiennes, donc ça te permet de prendre de meilleures décisions. Cinquième avantage, c'est que ça permet de créer une entreprise ou une équipe incarnée. Quand tu diriges une entreprise ou une équipe qui n'a pas la même charte personnelle que toi, tu vas souffrir tous les jours. Et donc, ça va mener à une espèce de schizophrénie entre qui tu es et ce qui se passe dans ton entreprise ou ce que tu fais. Et donc, c'est vraiment important, quand on est dirigeant ou qu'on est manager, de former une équipe ou une entreprise qui soit cohérente avec nos valeurs, qu'on puisse diriger avec fierté. Et, encore une fois, je le redis, tout à l'heure je te disais que de plus en plus, je pense que les conversations avec tes collaborateurs, elles vont porter sur les valeurs et la charte personnelle. Eh bien, je pense que ça va être vrai aussi au niveau des entreprises lorsqu'elles vont attirer des talents. Je pense que de plus en plus, pour les gens, ce qui compte, c'est de rejoindre un groupe dont on reconnaît les valeurs, avec lequel on est en accord au niveau des valeurs. Et je pense que tout le reste passe au second plan. Évidemment, il faut avoir un minimum vital au niveau argent pour vivre, etc., et de sécurité, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça, on l'a, quelle que soit l'entreprise, et que donc, ce qui va jouer pour rejoindre ou pas une entreprise, ça va être justement ces valeurs. Et je pense aussi que les plus grandes souffrances proviennent de ces chocs de valeurs, et c'est ce qui va nous détruire à petit feu. Par exemple, dans le ciel, le cercle des intrapreneurs et entrepreneurs libérés, c'est notre petit cercle d'entrepreneurs et d'intrapreneurs, eh bien, finalement, le ciel, c'est un groupe de dirigeants salariés ou non, et il en existe des milliers des groupes de ce genre-là. Et Adélie, ce qu'elle me dit à chaque fois qu'elle fait un onboarding d'un nouveau membre, elle me dit qu'en fait, la personne vient avant tout parce qu'elle a détecté certaines valeurs sur les podcasts ou sur les vidéos qu'on fait ou dans les formations que je fais qui ont attiré cette personne. C'est ce qui va attirer ces personnes-là et c'est ce qui fait qu'on a des conversations intéressantes. On n'est pas forcément d'accord sur les outils, sur la manière de faire les choses. On n'est pas forcément dans le même domaine, on n'est pas forcément avec les mêmes compétences. Par contre, on a les mêmes valeurs. Donc, on est capable de discuter. Deuxième exemple, on est en train de créer notre école de management. C'est imminent, ça fait plusieurs épisodes que j'en parle, ça va arriver. Et bien sûr, les gens, je le sais, vont nous rejoindre parce qu'ils recherchent des conseils pragmatiques, puisque le pragmatisme, c'est une de nos caractéristiques, et ils recherchent de l'efficacité dans leur management, mais s'ils adhèrent pas à nos valeurs, ça va jamais fonctionner. Donc, les valeurs, c'est ce qui fait fonctionner aussi les outils. Donc, c'est vachement important. Et puis, parce qu'il faut bien parler d'IA et qu'on va tous être impactés par l'IA, qu'on le veuille ou non. Alors, je répète, l'IA, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Ça dépend. Ça dépend de quel côté de l'IA tu vas te situer. L'IA, c'est un outil super puissant, mais ça reste un outil. Et sans charte personnelle, je te déconseille d'utiliser l'IA pour autre chose que pour te distraire. Par contre, si tu as une charte personnelle, si tu sais exactement quelles sont tes valeurs, quels sont tes modèles mentaux, quelle est ta morale, ta philosophie personnelle et où tu veux aller, eh bien, l'IA va te rendre de grands services. Ça va être justement ce qui va te permettre de la dominer, cette IA, plutôt que de te laisser dominer par un outil sans conscience et sans colonne vertébrale qui finalement va t'imposer les valeurs ou la charte de la personne qui l'aura créée, ou peut-être les valeurs et la charte la plus répandue sur Internet, ce qui est peut-être pas tout à fait ta charte à toi. Donc moi, quand j'utilise l'IA, je l'alimente avant tout avec ma charte personnelle pour en faire un outil qui aille, je dirais, qui me rende vraiment service. Voilà pour la
Première partie, donc, il y a beaucoup de bénéfices et j'en ai sûrement oublié à avoir une charte personnelle. Le premier, c'est de prendre une bonne décision. Le deuxième, c'est d'avoir un discours intérieur ou extérieur clair. Le troisième, c'est d'être prévisible pour nos collaborateurs et notre environnement. Le quatrième, c'est d'éviter les conflits et les catastrophes liées justement à des valeurs qui ne sont pas harmonieuses. Le cinquième, c'est de créer une entreprise ou une équipe incarnée. Le sixième, c'est de bien utiliser l'IA. Si tu penses à d'autres choses, n'hésite pas à me le dire via les mails privés. Deuxième partie, très rapidement, je voulais te clarifier un certain nombre de concepts avant de te parler de 4 piliers qui figurent dans ma charte, juste pour te montrer ce que ça peut être. Donc, quand je parle de philosophie personnelle, ma définition, c'est simplement la vision globale qui va guider ma vie. Comment j'ai envie d'avancer dans la vie et surtout vers quoi je me dirige dans la vie. Les valeurs, ça va être des principes concrets qui vont orienter mes choix. Je l'ai souvent dit, ces principes, c'est aussi ceux-là qui vont fonder ton entreprise et donc qui vont régir les comportements que tu acceptes ou pas dans ton entreprise, que tu veux changer ou renforcer dans ton entreprise. C'est pour ça que je conseille toujours d'accompagner une valeur de nombreux exemples de comportements. Par exemple, si je te dis ma valeur, c'est le respect de la personne, tu vas peut-être en conclure, oui, donc Cédric, il va jamais licencier personne. Non. Ma valeur, effectivement, c'est le respect de la personne, mais pour mettre en œuvre ma valeur dans mon entreprise, il faut que mon entreprise fonctionne. Si j'ai une personne dans mon entreprise qui empêche l'entreprise de fonctionner de manière optimale, eh bien mes valeurs, je pourrais me les carrer où je veux, j'aurai plus d'entreprise et donc je ne pourrai pas justement faire en sorte que ces valeurs existent dans ma boîte. En revanche, ça veut dire aussi que quand je vais devoir exclure une personne de mon entreprise, je le ferai de la manière la plus respectueuse possible. Voilà. Une morale, qu'est-ce que c'est ? La morale, c'est, on va le dire comme ça, la boussole du bien et du mal. Et ça, cette boussole, elle peut s'appliquer, que l'on parle d'argent, de relations, de respect entre les personnes, de confiance, etc., etc. Ce que j'appelle des modèles mentaux, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans pas mal d'épisodes, ce sont des raccourcis intellectuels. Par exemple, moi j'aime bien la loi de Pareto du 20-80. Je vais te citer tout à l'heure dans mes piliers, le dernier pilier que je vais citer, c'est ce que j'appelle la marge. J'ai un modèle mental auquel je crois beaucoup, c'est l'antifragilité, etc., etc. Donc ces modèles mentaux, c'est des raccourcis intellectuels et je les ai tirés à la fois des lectures que j'ai pu avoir, ou conférences, ou etc., etc., mais voilà, par des productions qui sont faites par des auteurs, et par mon expérience, et à travers l'interaction de ces théories auxquelles j'ai eu accès et les expériences que j'ai eues, eh bien j'en ai tiré des modèles mentaux. Et donc l'ensemble de ces différentes choses, la philosophie personnelle, les valeurs, la morale, les modèles mentaux, eh bien c'est ma charte personnelle, c'est ce qui va guider ma manière, je le répète, de prendre des décisions, d'avancer dans la vie, d'avoir un discours clair, etc., etc., etc. Voilà pour la clarification des concepts. Maintenant, je vais te donner un exemple, c'est ma troisième partie, je vais te donner un exemple de ma charte personnelle. Alors, très clairement, c'est pas un truc à recopier en faisant du copier-coller, ça rimerait à rien, c'est ma charte à moi. Peut-être qu'il y a des points sur lesquels on se rejoint, puis d'autres sur lesquels on se rejoint pas tout à fait, peu importe. La vertu de cette partie-là, c'est juste de te donner un aperçu, et puis dans la partie suivante, je te donnerai une méthode pour que tu puisses écrire ta propre charte, parce que le but, c'est pas que tu copies la charte de quelqu'un d'autre, tu peux t'en inspirer, mais c'est que tu aies ta propre charte. Donc, je vais te parler de 4 piliers. Le pilier d'indépendance, le pilier d'ambition durable, le pilier de boussole morale et le pilier de marge. Donc, premier pilier, mon socle, c'est l'indépendance. Ça, c'est quelque chose qui est très profond en moi, que j'ai, autant que je me souvienne depuis toujours. C'est le refus de dépendre à 100% de qui que ce soit dans mes relations personnelles, que ce soit dans mes relations professionnelles, c'est-à-dire au niveau des fournisseurs, des salariés, des banques et des clients. Donc, c'est vraiment quelque chose dont je me rends compte, en fait, finalement. C'est en m'observant moi-même que je me suis rendu compte que j'avais un fort désir d'indépendance. Par exemple, en business, j'ai écrit beaucoup sur un cas dans ma vie professionnelle
où j'avais fini par accepter la dépendance à un gros fournisseur, pour différentes raisons, et j'ai toujours trouvé que ça avait été un mauvais choix. Et je me suis toujours dit que je recommencerais jamais cette chose-là. Et c'est ça qui a renforcé mon socle d'indépendance au niveau du business. Du coup, je me suis mis vraiment à regarder tous mes business en me demandant, mais est-ce que je suis pas un peu trop dépendant de tel ou tel? Et j'ai toujours agi, et toujours pris mes décisions pour éviter cette dépendance. J'ai appris, je dirais, en me brûlant les doigts, comme souvent, mais ce qui compte, c'est que j'en ai tiré une leçon. Ensuite, en finance, ce socle d'indépendance, il va il voudra dire que je diversifie mes placements et que je vais jamais tout miser sur un seul cheval. Je vais fortement diversifier mon portefeuille auprès de divers établissements et auprès de divers supports. C'est à nouveau un exemple. En management, ça tu le sais, je vais pas tolérer les divas. Donc c'est quoi un diva? Une diva, pardon. C'est un salarié qui est très très bon, mais qui a un comportement qui fait que le reste de l'équipe a des difficultés. Et donc c'est un salarié qui finalement petit à petit va détruire la notion de délégation, la notion d'autonomie, et qui va faire le vide autour de lui. Et donc, c'est quelqu'un qui va te rendre complètement dépendant de lui, qui te tient par la gorge. Et donc, c'est pas un talent pour moi, une diva, c'est un danger. Et je vais toujours, après avoir essayé de faire évoluer cette diva, je vais toujours préférer m'en séparer, même si ça me coûte un petit peu de performance, parce que c'est une dépendance que je refuse. L'indépendance, ça veut dire aussi une certaine liberté intellectuelle. C'est pour ça aussi que je fais très attention à ne pas rentrer dans un silo intellectuel, comme Internet nous incite à le faire, et que je fais toujours attention à diversifier mes sources par rapport à ma manière de réfléchir et de raisonner. L'indépendance, elle est aussi au niveau stratégique. Tu vois, j'ai les entreprises que je dirige, ce ne sont pas forcément de très grosses entreprises. En revanche, elles ont un impact assez fort sur les marchés sur lesquels elles sont. Et puis, donc, j'en ai parlé, l'indépendance, ça se traduit aussi financièrement. Et bien sûr, ce choix d'indépendance, il a un coût très réel. Quand j'envoie paître un client qui représentait pourtant un potentiel substantiel, je dois pouvoir l'expliquer à mes collaborateurs, parce qu'ils vont me dire, je comprends pas, vous voulez qu'on fasse du chiffre, et puis vous nous dites que ce client-là, il faut peut-être réduire, etc., etc. Et donc, si mes valeurs sont claires, et que je suis capable de leur expliquer à quel point l'indépendance est importante, eh bien, je vais avoir des conversations intéressantes avec eux. Et ils vont voir que derrière, c'est pas un choix au hasard, c'est pas quelque chose que je fais de manière épidermique, mais que c'est vraiment un choix que j'imprime aussi dans mon entreprise. Par exemple, dans une de mes entreprises de distribution, à un moment, il aurait été beaucoup plus simple d'acheter tous les mêmes produits quasiment à la même source. Je n'ai jamais voulu le faire, j'ai toujours refusé de le faire, parce que pour moi, c'était renoncer à mon indépendance. Et donc j'avais dit, ce jour-là, à la limite, je préfère vendre complètement ma boîte plutôt que de vivre en situation de dépendance avec un fournisseur. Voilà pour l'indépendance. J'ai choisi aussi ce que j'appelle l'ambition durable pour te montrer que parfois les concepts, il faut un petit peu les affiner. Si je mettais simplement que je suis ambitieux, ça pourrait laisser penser que je suis téméraire. Le téméraire, c'est quelqu'un qui se jette dans le danger parce qu'il n'a pas conscience du danger. Le téméraire, c'est quelqu'un qui fait ce qu'on appelle all-in, il fait tapis. Il dit, allez, j'y vais, j'y crois, donc je mets toute mon énergie dans la bataille, mais aussi tous mes moyens, etc. Ça passe ou ça casse, si ça détruit, c'est pas grave, au moins j'aurais essayé. C'est pour ça que moi, je préfère l'idée, me concernant, d'ambition durable. Moi, je répartis mes risques. Moi, quand je passe à l'action, je suis sûr à 80% de gagner. Sinon, je passe pas à l'action. Une citation que j'aime bien répéter, c'est « La réussite qui détruit celui qui la porte est un mensonge ». Pour moi, réussir en se détruisant soi-même, en s'abîmant ou en prenant des énormes risques, pour moi, c'est pas une vraie réussite. Un autre exemple, quand j'ai racheté des entreprises pour constituer mon groupe, j'avais de l'ambition. Parce que j'aurais pu me contenter de rester avec une seule entreprise, j'aurais pu me contenter d'être salarié, etc. Mais voilà, j'avais une ambition, j'avais une volonté d'indépendance qui était importante, et donc j'ai fait ça.
En revanche, je ne me suis pas mis la tête sur le bio en rachetant les entreprises. J'ai toujours emprunté sans garantie, alors qu'à l'époque c'était très compliqué, sans garantie personnelle. Et j'ai toujours emprunté avec des marges de manœuvre. C'est-à-dire que j'ai préféré que mes entreprises soient endettées un peu plus longtemps, et plutôt que de choisir la durée minimale d'endettement, et de prendre des risques, et d'être tout le temps limite au niveau trésorerie, etc., etc. Donc tu vois, il y a de l'ambition, et il y a de la mesure en même temps, de la sécurité en même temps. Quand j'ai créé Outils du Manager, je l'ai fait sobrement. J'ai commencé tout seul, j'ai pas cherché à lever de l'argent, j'ai juste démarré avec ma vision long terme de cette formation pour les entrepreneurs et pour les managers, et en fait ça a été rentable au premier jour. Et depuis, ça n'a jamais été non rentable. Tous mes business jusqu'à maintenant, ça changera peut-être qu'un jour je prendrai le risque que, oui, un business soit pas rentable pendant un moment parce que j'en ai d'autres qui me permettent de compenser. Mais voilà, j'ai jamais eu un business qui n'a pas été rentable pendant une année. Donc tu vois, oui, c'est de l'ambition, mais c'est de l'ambition avec beaucoup de sécurité. En sport, pour parler d'un autre domaine, je fais du sport depuis que j'ai 16 ans, mais en fait, j'ai jamais cherché à battre des records, à faire des compétitions, etc. J'ai choisi des sports où je pouvais maîtriser les choses, et mon but, c'était la longévité. Depuis le début, c'était de rester fort et en bonne santé longtemps, et pas de me casser pour battre un record. C'est pas du tout ma manière de vivre. Donc tu vois, quand je parle de l'ambition, ma définition, c'est celle que je t'ai donnée, c'est sûrement pas la tienne. Donc, ce deuxième pilier, c'est ce que j'appelle l'ambition durable, qui est une grande ambition, mais qui est pensée pour durer. Troisième pilier dont je pense qu'il est intéressant qu'on discute, c'est ma boussole morale. J'ai une boussole morale. Mon principe très résumé de la réussite, c'est que moi, je veux réussir sans écraser les autres. C'est simple, mais en fait, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Est-ce que ça veut dire pour autant que je suis naïf? Est-ce que je vais renoncer quand je vais me retrouver devant un obstacle, une personne qui veut m'empêcher de réussir? Non, je vais trouver des moyens pour contourner la personne, je vais lui donner sa chance, je vais lui faire confiance, mais voilà, si ça ne fonctionne pas, et je vais clarifier bientôt, eh bien si ça ne fonctionne pas, eh bien oui, si j'en suis obligé, eh bien je vais devoir effectivement, malheureusement, causer du tort à cette personne pour pouvoir réussir. Mais voilà, mon principe de base, c'est que moi je veux réussir sans écraser. Donc en management, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que quand un collaborateur n'est pas aligné, je vais préférer m'en séparer plutôt que de le forcer. En fait, je déteste tenir les gens contre leur volonté. Donc pour moi, ça n'a aucun sens de torturer des salariés parce qu'ils ne correspondent pas à l'image que je me fais d'un salarié. Je préfère m'en séparer de manière tout à fait éthique, mais je préfère m'en séparer plutôt que de les tenir et d'en faire des gens malheureux finalement. En business, c'est pareil. Je veux construire des entreprises qui me rendent fier, pas des entreprises dont je peux pas parler, dont j'ai un peu honte. Donc j'essaye toujours de pas détruire les autres, mais j'essaye toujours que dans mes entreprises, on réussisse ensemble. Je vais aussi refuser certains deals. Et là, ça va pas être par manque d'ambition, c'est parce que je ne veux pas gagner plus, parce que je fais des compromis avec ma boussole morale. Je vais parler de la confiance, parce que je dis souvent que je fais confiance, mais que je suis rancunier. Et je l'explique souvent aux gens. Pour moi, la confiance, c'est vraiment la plus grande puissance au monde. Si on ne se fait pas confiance, eh bien le monde ne peut pas exister. C'est pour ça que c'est une valeur tellement importante que j'essaye de la donner a priori à toute personne que je rencontre. En revanche, celui ou celle qui va abuser ma confiance doit s'attendre un jour à en subir les conséquences. C'est arrivé quelquefois en business que je fasse ça. Je me fais, entre guillemets, avoir par quelqu'un parce que je lui ai fait confiance et qu'il n'était pas digne de ma confiance. Sur le coup, je suis bien obligé d'accepter cette situation, mais quand je peux, eh bien, je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Donc, avoir une morale, ça ne veut pas dire être naïf. C'est ça que je voulais dire. Et puis, pour finir sur la boussole morale, il y a vraiment une phrase à laquelle je crois profondément, c'est une phrase de Paul Valéry que tu as déjà dû entendre dans mes podcasts, c'est « Un chef est un homme qui a besoin des autres, il faut jamais oublier ça, tu peux pas abuser tes salariés et ensuite espérer qu'ils t'aident à réussir, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne pas. » Donc voilà, ça c'est ma boussole morale, la tienne est peut-être complètement différente et voilà, il n'y a aucun mal à ça.
Un dernier pilier, un dernier principe dont je voudrais te parler, qui fait partie de ma charte globale, c'est ce que j'appelle la marge. En fait, ça veut dire que moi, je me suis rendu compte que je n'avançais jamais à 100% de mes capacités, mais beaucoup plus souvent à 80%. C'est-à-dire que j'ai une tendance naturelle à toujours garder une réserve, que ce soit une réserve dans le domaine de l'argent, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans le temps, ou que ce soit dans les relations. Par exemple, quand je fais du sport et que je fais une séance de sport, je fais jamais le truc jusqu'à l'agonie totale. Je garde toujours une marge, parce que c'est cette marge qui va me permettre de recommencer mon sport demain, et qui va me permettre de garder de l'énergie pour le reste de la journée. J'ai un principe qui est, si tu fais du sport et que ça t'empêche de bosser ou de faire des choses derrière, il y a un problème. Moi, en fait, le sport, il faut que ça me dynamise, au contraire, pour ma journée. Sur mes voitures, tu sais que je fais du circuit, je suis rarement le premier, je suis certainement pas le meilleur pilote, parce que je préfère rouler à 80% de mes capacités, celles du véhicule, et prendre mon pied, plutôt d'essayer de doubler la personne qui est devant à n'importe quel prix, et je touche du singe. J'ai jamais eu de crash, et j'ai bien l'intention que ça continue. Et en fait, mon plaisir, il est pas du tout dans le dépassement absolu à n'importe quel prix, il est plutôt justement dans le plaisir de sentir que je suis en sécurité tout en faisant une performance. En business, c'est pareil, je garde du cash flow quand je peux, j'ai du stock en trop, et quand une crise arrive, je sais que j'ai du temps pour pouvoir m'adapter, parce que j'ai du cash, parce que j'ai du stock, et que je vais pouvoir raisonner sereinement. Dans ma vie personnelle et mon organisation, ça j'en ai parlé souvent, tu sais que je ne remplis jamais mon agenda à ras-bord, j'ai toujours du vide dans mon agenda, parce que avoir du vide dans son agenda, c'est se préserver une possibilité de choix et de saisir les meilleures opportunités. Donc en fait, la marge, c'est ma liberté cachée, c'est mon assurance silencieuse, et puis je trouve qu'il y a une vraie élégance à réussir sans forcer, sans s'épuiser, même si ça va vouloir dire, oui, peut-être renoncer à certaines choses, oui, faire preuve de plus de patience. Voilà, moi je pense qu'il y a une certaine élégance là-dedans. C'est mes exemples, mais à chaque fois que je vais prendre une décision, eh bien, je vais comprendre pourquoi je la prends, parce que justement, je connais bien mes piliers, et donc ça va vraiment me faciliter les décisions. À chaque fois que je vais me retrouver pas à l'aise dans une situation, je vais tout de suite comprendre pourquoi et trouver comment être à l'aise dans cette situation, ou sortir de cette situation, parce qu'en fait, elle correspond pas justement à mes valeurs, à ce en quoi je crois. Voilà, c'était juste un exemple. Ce que je te propose maintenant, c'est ma méthode pour écrire ta charte. Donc je vais te proposer une méthode simple, mais puissante, qui va te permettre de connecter ton expérience avec ta charte personnelle. En fait, l'idée, c'est que tu ne peux construire ta charte qu'en regardant ce que tu as vécu et ce que tu vis, et tes expériences. C'est un petit peu ce que disait Steve Jobs dans un discours qu'il avait fait à Stanford, je ne sais pas si tu connais, il avait dit « You can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backward ». C'est-à-dire, c'est en revenant sur tes expériences que tu verras apparaître les fils conducteurs. Tu ne peux pas créer les fils conducteurs en regardant dans le futur, tu ne peux les créer qu'en regardant dans le passé. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est justement te proposer quelque chose qui part de ce principe-là et qui va être cohérent avec ce qu'on s'est dit sur la lecture et l'écriture. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est enrichir ton plan avec un exemple de fil rouge qu'on va suivre étape après étape, par exemple en prenant la valeur indépendance pour te montrer concrètement comment ça va se construire. Donc, je te propose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Le premier point, c'est écrit. Le deuxième, c'est repère les sujets récurrents. Le troisième, c'est identifie les piliers. Le quatrième, c'est écrit tes définitions. Le cinquième, c'est relie-les aux différents domaines de ta vie. Le sixième, c'est creuse les sujets difficiles. Et le septième, c'est continue à écrire pour alimenter ta charte. Donc, premier point, écrit. C'est vraiment la base. Commence par écrire régulièrement, tous les matins si tu peux, ou au moins un jour sur deux, et essaye d'en faire une habitude. On en a déjà parlé, je t'invite à réécouter le podcast. Fixe-toi un cadre simple. Moi, c'est 3 pages à 5, pas forcément plus, mais au moins 3 pages.
Au début, ce que tu vas écrire, ça va être chaotique, ça va être des pensées peut-être qui partent dans tous les sens, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la régularité. En général, quand tu commences à écrire, c'est que tu as besoin de ce que je vais appeler une purge, c'est-à-dire que tu as besoin de commencer à écrire, même si c'est un peu n'importe quoi, il y aura quelques jours un petit peu n'importe comment. Et puis, petit à petit, tu vas voir que ton écriture, elle va devenir de plus en plus autour de certains sujets, c'est-à-dire que petit à petit, automatiquement, elle va se focaliser sur quelque chose. Un exemple que je peux prendre, justement, par rapport à l'indépendance, je remarque que, par exemple, j'ai écrit un matin sur une réunion à propos d'un fournisseur où je me suis senti coincé. Et puis le lendemain, j'écris ma séance de sport sur le plaisir de m'entraîner seul sans dépendre d'un coach. Apparemment, il n'y a pas trop de lien entre ces deux choses que j'ai écrites. On va voir qu'en fait, il y a un lien. C'est la volonté d'indépendance. Deuxième point, tu vas justement repérer les sujets récurrents. C'est-à-dire qu'au bout de quelques semaines d'écriture, tu vas voir des thèmes revenir, des sujets récurrents. Par exemple, des décisions sur lesquelles tu butes tout le temps, que tu n'arrives pas à prendre. Des situations qui te forcent au niveau moral, où tu ne te sens pas à l'aise. Ou des dialogues internes, où tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me dérange? Des trucs que tu as besoin de mettre sur papier, justement, parce que c'est pas très clair dans ta tête. Par exemple, là, je réalise dans mes pages que je parle souvent de ma réticence à dépendre d'un fournisseur, d'un client unique, d'un même collaborateur qui est instable, et j'en reparle souvent. Et en fait, je me dis, mais pourquoi je parle tout le temps de lui? Oui, c'est parce qu'il est pénible, mais fondamentalement, je me dis, c'est parce que je suis dépendant de lui. Et puis, en parallèle, par exemple, je te le disais tout à l'heure, je vais aussi parler de mon plaisir à progresser seul au sport, sans dépendre d'un partenaire d'entraînement, sans dépendre d'un coach, etc. Donc ça, quand tu vas commencer à repérer les sujets récurrents, tu vas pouvoir identifier ce que j'appelle des piliers. C'est la troisième étape. Tu vas noter les valeurs qui, selon toi, se cachent derrière ces situations. Qu'est-ce que, dans cette situation, j'ai fait valoir comme valeur? Ou au contraire, j'ai trahi comme valeur et ça m'a posé un problème. Et là, évidemment, je te redonne mon exemple, le mot indépendance. Moi, je me suis rendu compte qu'il revenait encore et encore et encore. Dans le business, dans le sport, dans les finances, l'indépendance, clairement, j'ai vu que c'était un pilier pour moi. J'en ai repéré d'autres, ce dont je te parlais tout à l'heure. L'ambition, mais une ambition qui est durable, etc., etc. Et donc, une fois que tu as fait ça, que tu as repéré des valeurs, ce qui est important, c'est que tu clarifies les définitions. Il ne faut pas se contenter d'un mot, parce que si tu mets juste honnêteté, c'est pas suffisant. En fait, l'idéal, c'est de mettre un petit paragraphe qui va expliquer ce que ça veut dire pour toi. Par exemple, j'aurais pu écrire « L'indépendance, cela signifie ne pas dépendre à 100% d'une personne, que ce soit un client, un fournisseur, un partenaire, un coach, etc. Ça veut aussi vouloir dire diversifier mes appuis et garder ma liberté de choix. » C'est comme ça que je le définirais. Une fois que tu as fait ça, chacune de ces valeurs, chacun de ces concepts, tu vas essayer de les relier aux différents domaines de ta vie. C'est-à-dire que pour chaque valeur, tu vas te dire comment ça pourrait se traduire dans le domaine du management, du business, des finances, des relations, du sport, peut-être de la famille, peut-être de tes passions, peut-être de tes amis. C'est-à-dire que c'est intéressant que tu fasses cette espèce de matrice entre les domaines de ta vie et tes valeurs que tu as détectées, et voir comment ça pourrait se traduire au niveau des comportements. Je te le disais, en business, ça peut être pas de client unique. En finance, ça peut être plusieurs sources de revenus. En sport, ça peut être pouvoir t'entraîner tout seul. En relation, ça peut être ne pas être prisonnier d'un cercle fermé d'amis qui refuseraient que tu t'intéresses à d'autres manières de vivre, par exemple. Sixième conseil que je te donne, une fois que tu as fait ça, parce que là tu commences vraiment à avoir ta charte, tu vas te rendre compte qu'il y aura des sujets difficiles, des valeurs sur lesquelles tu ne vas pas réussir à te positionner. Et donc dans ce cas-là, tu vas chercher le complément dans des lectures. Je te renvoie à mon dernier épisode sur la lecture, n'hésite pas à l'écouter. Tu vas chercher dans des podcasts, dans des discussions peut-être avec des pairs, ou même avec une IA. Si tu poses les questions correctement en partant de tes expériences, tu vas essayer de clarifier. Par exemple, moi j'ai besoin de clarifier le mot ambition. Je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment ambitieux? Parce qu'en même temps, je suis prudent. Est-ce que je confonds? Et du coup, je me suis rendu compte que peut-être je confondais l'ambition et la témérité. Et donc le mot témérité, eh bien j'ai besoin de le définir. Et pour ça,
Bah, ça s'est fait petit à petit, en lisant Taleb sur l'antifragilité, en lisant un livre de Gabier dont j'ai oublié le titre sur l'audace. Je me suis dit, mais par exemple, ce que dit Gabier sur l'audace, c'est vraiment intéressant, mais est-ce que c'est vraiment moi? Etc., etc. Donc, 6e conseil, creuser les sujets difficiles, parce que c'est là que tu vas vraiment te créer ta charte à toi, en allant assez profond dans les valeurs. Et c'est ça qui va faire que bah, le concept que tu vas mettre derrière ce mot-là, c'est pas celui de tout le monde. Et donc, tu vas créer vraiment ta charte à toi. Et puis, mon 7e conseil, vraiment, c'est de continuer à écrire pour alimenter ta charte. Une charte, ça n'est jamais figé. Moi, il n'y a aucun moment où je me dis, ça y est, j'ai trouvé ma charte, maintenant elle évoluera plus. Non, elle évolue avec toi. Et donc, en continuant à écrire tous les matins, tu vas voir que tu vas l'enrichir, tu vas l'affiner, etc. Et tu verras qu'au fil du temps, tes décisions, elles vont devenir de plus en plus rapides, de plus en plus cohérentes, que tes conversations avec les autres vont être plus claires, mais aussi que tu vas petit à petit trouver des choses à ajouter ou à enlever à ta charte. Par exemple, je te l'ai dit, moi, après quelques mois, le concept de marge, je me suis rendu compte que c'était un principe vital que j'avais pas du tout identifié au début. Je disais, c'est de la prudence, mais en fait, c'est pas vraiment de la prudence. Et c'est en relisant mes écrits, je me suis rendu compte que ce concept de toujours garder 20% d'énergie, de cash, etc., de temps, etc., garder le temps libre, etc., eh bien, ça revenait en fait dans tous les domaines. Et donc, je l'ai ajouté à ma charte. Et donc finalement, tu vas construire cette charte simple, incarnée, actionnable. Ça va pas être quelque chose que tu as sorti d'un bouquin, ça va être quelque chose vraiment que tu as affiné et dont le travail n'est jamais terminé. Et en continuant à écrire, tu vas continuer à l'affiner, c'est ce que je disais tout à l'heure, et tu vas sentir une nouvelle force dans tes décisions, et tu auras aussi d'ailleurs moins de mal à discuter avec des gens autour de toi. Parce que quand on est conscient qu'on a un système de charte bien construit, bah, on est plus serein quant à le confronter aux autres et éventuellement à accepter de le modifier en fonction des apports des autres. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que je t'ai donné envie. J'espère que tu as compris pourquoi j'accordais autant d'importance à la charte personnelle. Tu as compris que c'était non seulement quelque chose qui était très utile au quotidien et donc très pragmatique parce que ça permet de décider plus vite, de parler plus clair, d'être prévisible et d'éviter les mauvais choix de partenaires, mais c'est aussi assez profond. Ça permet de t'ancrer dans quelque chose et d'avoir une vie intentionnelle et de pas être soumis au dernier truc à la mode. Donc tu vois, il y a à la fois quelque chose de très pragmatique qui va t'aider au quotidien, mais quelque chose aussi qui donne du sens à ce que tu fais. Et en conclusion, je voudrais vraiment te donner un warning très important, et je vais te donner 2 techniques pour éviter un excès auquel peut conduire le fait d'avoir une charte. Ce que je te conseille, c'est vraiment d'intégrer un élément ou plusieurs de modération dans tes valeurs, c'est-à-dire, je te donne ce que c'est qu'un élément de modération, ça peut être la patience, ça peut être l'acceptation, ça peut être la souplesse, ou ça peut être le renoncement. Sinon, tu vas être très malheureux. Parce que quand on définit notre charte, et qu'on creuse profondément, et qu'on travaille dessus, et qu'on clarifie tout ça, il peut y avoir un effet de radicalisation et de fermeture au monde et aux autres. C'est-à-dire que si tu construis ta charte de la mauvaise manière, ou que tu la vis de la mauvaise manière, je le dirais plutôt comme ça, tu vas devenir rigide, tu vas devenir quelqu'un qui n'a plus que des principes et qui n'a plus aucune souplesse. Alors comment on fait pour éviter ça? J'ai 2 idées là-dessus. 1, c'est ce que j'appelle la souplesse pragmatique, et 2, c'est ce que j'appelle l'évolution permanente. La souplesse pragmatique, c'est même si tes valeurs sont pures et que tout d'un coup tu veux les appliquer à tout prix, tout en même temps et auprès de tout le monde, ce qui ruinerait ta capacité à faire des compromis conscients, tu vas accepter l'idée de compromis. Un compromis, en fait, c'est une négociation avec le réel. Moi, il y a une citation que j'aime bien de l'économiste Thomas Sowell qui dit « Il n'y a pas de solution », c'est-à-dire il n'y a pas de bonne décision, donc il n'y a pas de solution, il y a seulement des compromis. La seule vraie question, c'est de savoir quel est le prix et si ça vaut la peine de le payer. En fait, ce que veut dire pour moi cette citation, c'est qu'on n'avance jamais efficacement dans la vie sans faire de compromis par rapport à la réalité, mais il faut savoir jusqu'où on est prêt à aller.
Et c'est pour ça que dans tes valeurs, il faut que tu adoptes au moins une valeur de modération. C'est-à-dire quelque chose qui te rende capable de renoncer temporairement, d'être patient, d'être souple, et d'accepter ce que tu ne peux pas changer. C'est juste une question de pragmatisme. Donc, première technique pour éviter d'être rigide et en fait d'être malheureux et en fait d'avancer moins bien que quand on est souple, eh bien c'est d'intégrer cet élément de modération dans tes valeurs qui va te donner une souplesse pragmatique. Souplesse pragmatique, c'est je sais où je veux aller, mais je sais que je peux pas y aller en ligne droite. Et donc, ça veut dire que même si je suis très très clair sur où je veux aller, je dois être capable de prendre des chemins détournés et de faire un petit peu des compromis. Deuxième conseil que je te donne, c'est simplement l'évolution permanente. En fait, il faut que tu fasses évoluer ta charte en fonction du réel. Je te rappelle que ce qui ne change jamais, c'est que tout change. Et donc, la réalité, elle change toutes les secondes. Tu ne peux pas avoir une charte figée. Parce que ta charte, elle doit fonctionner dans la réalité. Et donc, c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, il n'y aura jamais un moment où tu vas dire « ça y est, j'ai fini ma charte, elle est finie, elle changera plus jamais ». En fait, quand tu fais ça, tu crois être robuste, et en réalité, tu te rends fragile. L'antifragilité, c'est de gérer ta charte en l'exposant en permanence au réel, aux discussions, à des nouvelles sources, pour pouvoir l'ajuster au fur et à mesure, pour pouvoir l'ajuster, mais de manière intentionnelle, sans vendre ton âme au diable, parce que tu comprends que ta charte sur tel aspect, en fait, finalement, elle est plus adaptée au réel, elle ne fonctionne plus. Et ce qui est intéressant quand tu fais ça de manière décidée, en ayant conscience que tu es en train de changer sur une de tes valeurs ou tu es en train de changer sur un de tes principes, eh bien, c'est que tu seras toujours capable de l'expliquer, d'expliquer pourquoi tu as changé et comment tu as changé. Tu pourras t'expliquer à toi-même, ce qui est déjà pas mal, mais tu pourras aussi l'expliquer à ton environnement. Et ça, c'est vachement important quand on a un rôle d'influence auprès des autres. Et quand on est dirigeant ou manager, on a un rôle d'influence auprès des autres. Et donc, mon deuxième conseil, tu l'as compris, c'est d'être en évolution permanente. On est au bout de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Je suis désolé, j'ai été un peu long. Donc, n'hésite pas, si tu as des questions, à me poser via les mails privés. Pour t'abonner aux mails privés, tu cliques sur le lien qui est juste en dessous. C'est gratuit et tu recevras régulièrement, tous les jours, des conseils en management et en direction d'entreprise. Je te dis à bientôt et je te souhaite une très bonne semaine.